Bonsoir. Kramo Kwasi est député PDCI à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est en même temps le porte-parole du candidat Essi Amara. Il n'est plus à présenter. La Côte d'Ivoire va très mal. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui Kramo Kwasi sur notre plateau. Monsieur le député, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la candidature de votre mentor ici? Merci, cher frère, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette interview. Vous l'avez vous-même dit dans votre présentation, la Côte d'Ivoire va très mal aujourd'hui. Cela n'est un secret pour personne. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise depuis les années 99, pour ne pas dire au-delà. Et l'apothéose, ou le point culminant de cette crise a été la crise post-électorale que le pays a connue en 2010. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire vit, j'allais dire, un drame. 2015 est une année de choix. C'est une année qui donne l'occasion aux Ivoiriens de choisir le président qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se restaurer, qui va permettre aux Ivoiriens de choisir celui qui va pouvoir réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes, qui va pouvoir catalyser la confiance, qui va permettre aux Ivoiriens non plus de se regarder en chien de faïence, mais de pouvoir se parler, de pouvoir construire leur pays ensemble et de retrouver la paix. Essi Amara a été ministre des Affaires étrangères de Houphouët-Boigny. Il a été ministre des Affaires étrangères de Henri Konan-Bédié. Il a été secrétaire général de l'OUA, président intérimaire de l'UA. Il a, au cours de sa carrière, été amené à régler les conflits les plus durs dans différents pays africains. Alors que la Côte d'Ivoire, son pays, la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné, se trouve ainsi plongée dans les abîmes dus à la crise que j'ai évoquée plus tôt. Essi Amara, nanti de l'expérience que je viens de décrire, ne peut pas rester les bras croisés. Il a donc jugé bon de prêter de sa personne pour que cette expérience qu'il a mise tant de fois à la disposition d'autres pays puisse aussi servir son pays, la Côte d'Ivoire, afin de ressusciter ce pays qui est si meurtri. Oui, monsieur le député, je ne vous coupe pas, mais que ferais-tu si Essi Amara venait aujourd'hui au pouvoir, s'il était élu? Quel changement qu'il allait apporter à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Essi Amara? Écoute, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un gros chantier. Tout est à faire en Côte d'Ivoire, n'en déplaise au centre de l'émergence, parce que l'émergence, ça ne consiste pas à contempler les immeubles que Houphouët-Boigny a bâtis aux bonnes années de la Côte d'Ivoire, sur les bords de la lagune Ébrié, entrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, aller visiter les sous-préfectures, les villages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et vous vous rendrez compte des chemins à parcourir. Si Essi Amara venait à être élu, le premier chantier qu'il ouvrirait, justement, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si on réussit ce chantier-là de la réconciliation des Ivoiriens, si on réussit ce chantier de remettre les Ivoiriens ensemble, faire que les Ivoiriens retrouvent la joie de vivre, faire que tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire rentrent en Côte d'Ivoire en toute confiance, je peux vous dire que ce sera déjà un grand changement. Maintenant, une fois que cela est réalisé, bien sûr, énormément de choses seront proposées par Essi Amara. La Côte d'Ivoire qui est pillée, la corruption qui a atteint des niveaux incommensurables. Il faudra s'attaquer à cela. Essi Amara l'a dit un jour dans une interview, et j'ai été très fier d'être à ses côtés en le disant. Il a dit, de toute ma vie, j'ai été un fonctionnaire intègre. Il n'y a pas beaucoup
de cadres, beaucoup de travailleurs, de fonctionnaires, ou beaucoup de cadres de ce niveau en Côte d'Ivoire qui peut l'affirmer avec autant d'ardeur. J'ai toujours été un fonctionnaire intègre, sans qu'il soit démenti le lendemain. Voilà. Honorable Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle. Alors, lors de la célébration du 80e anniversaire de l'arrestation du président Gbagbo par le RDR, l'un des porte-parole avait affirmé que M. Sy Amara avait un agenda périmé. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances et se vante d'avoir un agenda catalogue. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer en ce sens? Ben, je ne l'ai pas entendu. Et je ne sais pas quel porte-parole a osé une telle... que dire? Il s'agit de M. Touré. Ah, mais je ne sais pas quel sens il met à un agenda périmé. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas. Comme c'est complètement insensé, je n'ai pas de réaction sur une telle baliverne. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un agenda périmé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui peut me dire ce que ça veut dire? C'est tout simplement parce qu'on n'a plus des relations. Un carnet d'adresse périmé. Voilà. Un carnet d'adresse périmé. Eh bien, je le mets au défi de me sortir son carnet d'adresse à lui à jour, et moi je lui sortirai le carnet d'adresse plus qu'à jour du ministre d'État Sy Amara. Monsieur le député, aujourd'hui il y a en Côte d'Ivoire le tout sauf Ouattara. Alors vous en tant que porte-parole de Monsieur Sy Amara, candidat à la présidentielle déclarée, êtes-vous partie prenante de cette coalition et qu'est-ce que vous pensez apporter à cette coalition? Écoutez, je ne présenterai pas les choses de cette manière. Je ne dirai pas tout sauf Ouattara. Nous voulons aller à des élections présidentielles conformément aux dispositions constitutionnelles légales qui existent en Côte d'Ivoire. C'est seulement ce que nous demandons. Nous sommes en train de mettre en place une coalition pour la démocratie. Pour que cette Côte d'Ivoire puisse être apaisée, il faut que nous arrivions à arracher les bonnes conditions pour l'organisation des élections. Et pour ça, tous ceux qui ont intérêt à l'avènement d'une démocratie réelle doivent se mettre ensemble pour arracher les bonnes conditions de son organisation. Alors, donc, je ne suis pas d'accord que les choses se présentent comme ça. Ça ferait croire qu'il y a une sorte d'animosité personnelle envers les uns et les autres. Mais non, nous voulons des bonnes conditions. Celui qui se met en travers de l'avènement des bonnes conditions d'organisation de la démocratie, il nous trouvera sur son chemin. Mais tous ceux qui militeront pour l'obtention ou l'avènement de bonnes conditions d'organisation des élections, nous serons avec eux. Mais justement, monsieur le député, Ouattara vient de frapper fort en déchiquetant en morceaux le parti d'Anaki. En jetant hors de circuit même Anaki lui-même qui était le président fondateur. N'avez-vous pas peur de voir la candidature de M. Sy Amara rejetée? Écoutez, j'allais dire, laissez-moi rire. Écoutez, une candidature, ça ne se rejette pas comme un vieux morceau de pain. Parlant de la dislocation du parti de M. Anaki, c'est un élément à déplorer, et il n'y a pas que le parti d'Anaki. On voit aussi le trouble qu'il y a à l'intérieur du Front populaire ivoirien, qui est le principal parti d'opposition, c'est à déplorer. C'est la démocratie ivoirienne qui va à reculons. Non, je ne redoute pas du tout. Je ne pense pas que la candidature d'Sy Amara puisse être rejetée. Moi, j'étais dans une chancellerie. Je parlais avec des ambassadeurs. Et moi, j'entendais les gens dire non, écoutez, on ne retoque pas à tout. Les candidatures ne peuvent pas être rejetées comme ça, par simple volonté. J'aimerais bien voir qui c'est qui pourrait rejeter la candidature d'un monsieur comme Sy Amara. Et alors, on avisera. Monsieur le député, aujourd'hui, il y a 4 candidats dissidents au niveau du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, disons-le, Henri Konan Bédié, dit que si l'un des 4 candidats se présentait
sous la bannière du PDCI, la candidature serait rejetée. Donc je rebondis sur cela. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections sous la bannière du PDCI-RDA? Mais non, nous, écoutez, le PDCI-RDA a une direction officielle qui a choisi de s'installer dans la forfaiture. Aujourd'hui, eux-mêmes sont dans l'expectative. Hein? Un de leurs me disait qu'ils sont sous le joug du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Mais comme c'est la voie qu'a choisi le PDCI-RDA officiel, eh bien non, c'est eux qui sont les gardiens du logo. Ce qu'ils ont gardé, c'est le logo du PDCI-RDA. Mais ils n'ont pas la doctrine et les militants du PDCI-RDA. Alors nous allons travailler pour la doctrine du PDCI-RDA et avec les militants du PDCI-RDA et ça suffit. Moi-même qui vous parle, attendez, moi-même qui vous parle, j'ai été élu député à Bokanda sans l'étiquette du PDCI-RDA parce qu'ils n'ont pas validé ma candidature. Donc je n'ai pas utilisé le logo, c'est-à-dire l'éléphant du PDCI-RDA. Et j'ai battu celui qui s'est présenté sous la bannière du PDCI-RDA avec le logo du PDCI-RDA. Parce que là encore, le choix s'était fait au mépris de la réalité du terrain. Donc c'était encore une forfaiture à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le PDCI-RDA s'étant fondu dans le RDR ne présentera même pas le logo du PDCI-RDA. C'est-à-dire que l'éléphant ne sera pas présent. Donc nous n'avons aucune difficulté à présenter notre candidature. En d'autres termes, vous iriez en tant que candidat indépendant? Mais écoutez, nous allons promouvoir une candidature pour le PDCI-RDA. Une candidature PDCI-RDA, mais pas une candidature sous la bannière du PDCI-RDA. J'espère que je me fais comprendre. Alors, toujours Ivoire 114. Monsieur le député, vous êtes 4 candidats. Il y a M. Siamara, M. Kakabe, M. Konabani et le 4e, excusez-moi. Le professeur Cabran-Brougeron. Le professeur Cabran-Brougeron. Alors, sont-ils prêts, les 4 candidats, à faire un primaire? Écoutez, je ne dirais pas comme ça. Les primaires doivent être organisées par des appareils. Vous avez dit, nous n'avons pas avec nous l'appareil du parti. Donc si on veut organiser les primaires, qui c'est qui va les organiser? Quel va être le collège électoral? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais ces 4 candidats sont en contact. Donc des actions sont en cours dont l'aboutissement espéré sera l'avènement d'une candidature unique autour de laquelle les autres se fédéreront. Alors, se sachant perdu pour l'article 35, le président Ouattara veut se cacher aujourd'hui derrière l'article 48 pour se maintenir au pouvoir. Alors vous, en tant que député, quelle différence faites-vous entre l'article 35 et l'article 48? Oui, merci. La chose a été présentée de façon caricaturale. On ne peut pas quitter l'article 35 pour s'abriter derrière l'article 48. Ce sont deux choses de nature complètement différentes. L'article 48 est une disposition de la Constitution qui donne plein pouvoir au président de la République dans des circonstances exceptionnelles de prendre des mesures exceptionnelles. Voilà. Ça, c'est l'essence de l'article 48. L'article 35 énumère les conditions pour être candidat à l'élection du président de la République. Donc, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas quitter l'article 35 pour l'article 48. Voilà. Donc, si vous êtes condamné par l'article 35, vous êtes condamné par l'article 35. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il y a un traité spécial signé par la Côte d'Ivoire qui dit de ne pas modifier la Constitution à quelques mois des élections présidentielles. Parlez-nous un peu de ce traité. Oui, c'est la charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui est effectivement un traité qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire et qui interdit effectivement les évolutions constitutionnelles et légales, ou les modifications constitutionnelles et légales, 6 mois avant les élections. C'est un fait. C'est un fait. Alors, il y a quelques mois, le président Christophe Wabé avait dénoncé avec fracas que le président Ouattara était inéligible. Est-ce le cas avec vous? Ah non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas à être le cas avec moi ou à être le cas avec quiconque. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un pays qui se respecte, et je suis content parce que le président de la République lui-même a dit que la Côte d'Ivoire était devenue un pays normal. Nous sommes dans la normalité, donc les choses sont à leur place. Donc la Constitution aussi est complètement installée.
l'article 35 de la Constitution édicte les conditions dans lesquelles on peut faire acte de candidature à l'élection de la présidence de la République. Est-ce que M. Ouattara remplit les dispositions de l'article 35 de la Constitution? C'est ça qui est en cause. Voilà. Mais si vous voulez que je vous donne un élément de réponse, mais en 2000, un arrêt a été rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, présidée à l'époque par le magistrat Tiakone. Et cet arrêt, je vous y renvoie, un arrêt qui a été très bien rédigé, bien étayé. Je vous renvoie à cet arrêt qui, pour nous, est un élément essentiel d'appréciation ou d'analyse de la situation que vous évoquez. Hein. On y trouve réponse à la question. Voilà. Donc il ne s'agit pas que M. Ouattara soit éligible pour M. Christian Babé ou soit éligible pour M. Kramo Kwasi ou soit éligible pour qui que ce soit. Est-ce qu'il est éligible au regard des dispositions constitutionnelles? Un point, c'est tout. Et je vous renvoie à cet arrêt-là. Okay. Mais il a été investi par son parti, par ses partisans aujourd'hui qui pensent que Ouattara a tellement bien travaillé, la paix est revenue en Côte d'Ivoire, il est en train de faire des ponts, il est en train de construire des immeubles, le travail est monté à 8%, paraît-il, il n'y a plus de chômeurs. Alors vous qui êtes sur place, il a été intronisé par son parti. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est son parti. Un parti, c'est une association privée. Voilà. Et donc qu'un parti investisse un candidat, quoi de plus normal? Si pour eux, c'est la personne la plus compétente, la plus jolie et tout, et qu'ils veulent l'investir, ils peuvent l'investir. Mais l'État, la nation, c'est autre chose. C'est une fois qu'on est investi, on va passer par le moule de la Constitution. Et puis, on verra le produit qui sortira de l'autre côté. Donc, le fait qu'il ait été investi par... Je ne sais pas quelles sont les conditions que les statuts de son parti prévoient pour être investi. Voilà. Donc, je suppose que s'il a été investi par son parti, c'est qu'il remplit les conditions que son parti a édictées, mais qui ne sont pas la Constitution de la Côte d'Ivoire. Honorable, toujours Ivoire 114, l'Afrique nouvelle, Bolaking. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, le chef d'État, a annoncé qu'il n'enverrait plus personne, aucun Ivoirien, à la CPI. Ne pensez-vous pas qu'il est en train de consacrer l'impunité? Non, c'est en fait... non, le fait que plus personne n'aille à la CPI n'est pas l'élément qui consacre l'impunité. Normalement, on n'a pas à aller à la CPI. On doit pouvoir être jugé chez nous. Alors, moi, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la justice ivoirienne est en situation de rendre une justice impartiale? Si on peut répondre à cette question par l'affirmative, le fait que plus personne n'aille à la CPI ne constitue pas un problème. Voilà. Justement, mais je vous pose la question dans ce mais sens. non, dans ce cas, non. Voilà. Non. La justice ivoirienne, de mon point de vue, n'est pas en situation de rendre des jugements équitables. On a vu le jugement récemment rendu à l'encontre des pro-Gbagbo. J'ai été interrogé sur cette question par un journal de la place à Abidjan. Moi, je n'ai pas tous les éléments du dossier, donc on peut me reprocher de rendre un jugement de valeur, mais quand même, ça me heurte un peu que M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du FPI, est jugé et condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, je crois, et puis que Abdraman Sangaré, qui est le vice-président, est condamné à 5 ans ferme. Bon, ça, par exemple, ça heurte les petites intelligences comme les nôtres. Hein? Et donc, nous avons beaucoup d'éléments qui vont craindre que, effectivement, notre justice a vraiment beaucoup de progrès à faire, hein, pour être en situation de pouvoir rendre des jugements impartiaux qui puissent garantir que si plus personne ne va à la CPI,
l'impunité ne s'installera pas. Donc j'ai fait tout ce tour pour vous rejoindre, pour dire que si on dit que plus personne ne va à la CPI, ça peut ressembler au règne de l'impunité. Les Ivoiriens voudraient savoir quel est ce que Essi Amara pourrait faire pour la libération de Gbagbo. Bien, lui-même s'est prononcé sur la question. Il a déjà réalisé que pour la réconciliation des Ivoiriens, la libération du président Gbagbo doit être un élément du puzzle. Et il a promis qu'il prendrait tous les contacts nécessaires avec les personnes qu'il faut pour que cette question soit sur la table. Bien sûr, je ferais de la démagogie si je disais que dès que Essi Amara est élu président de la République, le lendemain, le président Laurent Gbagbo sort de la haie. Mais il l'a dit. Et n'en déplaise à ceux qui disent que Essi Amara a un carnet d'adresses périmé, il a déjà pris, avant même qu'il soit président de la République, il a pris des contacts, il a joint des personnalités aussi bien africaines que étrangères, y compris même la CPI, pour que la question soit évoquée. Et je peux vous garantir que Essi Amara, président de la République, ce dossier sera poussé. Alors nous tirons vers la fin de notre émission, monsieur le député honorable Kramo Kwasi. 2015 a été une année particulière, ou bien du nouveau départ de la Côte d'Ivoire, car elle a avalé des couleurs pendant 5 ans sur le régime Ouattara. Votre candidat, Essi Amara, peut-il relever le défi s'il devenait président un jour? Mais je l'ai dit et je l'ai redit. Pour les enjeux qui se présentent à la Côte d'Ivoire, je dis et j'affirme qu'il n'y a pas meilleur profil en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'Essi Amara. Essi Amara, président de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans les circonstances actuelles, le profil d'Essi Amara est ce qu'il faut. C'est un profil providentiel. Essi Amara, j'allais dire que c'est un don de Dieu pour remettre les Ivoiriens ensemble. Je répète, la Côte d'Ivoire est un pays solide. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire sont très solides. Ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est de la paix. C'est que les Ivoiriens se remettent ensemble. Si on se remet ensemble, la Côte d'Ivoire avance seule. C'est un pays qui n'a pas besoin de... Qui a besoin seulement que ses fils et ses filles se mettent ensemble pour que ça avance. Et pour ça, Essi Amara sait y faire. Chers téléspectateurs, nous allons vers la fin de notre émission. Monsieur le député, vous avez un petit mot à dire au peuple ivoirien? 2015 est l'occasion pour les Ivoiriens de choisir la voie de sortie définitive des situations troubles que le pays a connues ces 10 dernières années. J'exhorte donc les Ivoiriens à comprendre bien les enjeux qui se présentent à eux et à prendre leurs responsabilités. Parce que si la Côte d'Ivoire doit pouvoir sortir de cette situation, cela dépendra de notre engagement, de la fermeté avec laquelle nous défendrons nos convictions. Et pour ça, je leur fais confiance. Et je sais que nous y arriverons. Merci, monsieur le député.